La guerre éclate, et l'Iran se retrouve dans la ligne de mire des superpuissances. L'Iran avait promis de rester neutre, mais cela ne signifiait rien. Avec le destin de la nation et du monde en jeu, l'Iran doit affronter des ennemis bien plus puissants que lui. Et deux des nations les plus puissantes de la planète tentent d'imposer leur volonté à ce pays nouvellement modernisé. Comme la plupart des affaires internationales, le contexte est complexe et comporte de multiples couches. Pour simplifier, pendant la Première Guerre mondiale, de grandes parties de la nation du Moyen-Orient, la Perse, était occupée par l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne, la Russie, et subissait une influence allemande significative, même si elle était une nation neutre. Après la guerre, Reza Khan a mené un coup d'État, renversé le gouvernement, et s'est imposé comme ministre de la guerre, puis Premier ministre, et finalement comme Shah de Perse, changeant son nom en Reza Pahlavi. En 1935, la nation a également changé son nom de Perse en Iran, nom qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Voici les bases d'une série d'événements bien plus complexes. Quoi qu'il en soit, en raison de leur occupation précédente du pays, les Iraniens étaient, de façon compréhensible, loin d'être ravis des Britanniques et des Russes, désormais l'Union soviétique, et préféraient des liens avec l'Allemagne, qui était un partenaire commercial majeur. L'Iran connaissait également d'importantes réformes économiques, technologiques et militaires, et des experts allemands avaient été invités pour aider dans ce processus. Entre 600 et 1000 Allemands vivaient en Iran, travaillant principalement dans les secteurs des communications et des transports, y compris des techniciens de la société aéronautique Junkers. Lorsque la guerre a éclaté, l'Iran était neutre, mais cela ne signifiait pas qu'il était ignoré. Les Britanniques détenaient encore une part importante en Iran, notamment la raffinerie de pétrole d'Abadan, qui leur fournissait environ 8 millions de tonnes de pétrole par an, puis l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Les soviétiques étaient désormais alliés des Britanniques dans la guerre, et l'Iran se retrouvait dans une position très précaire. On redoutait que l'Allemagne attaque le Caucase pétrolifère et ne s'arrête pas à la frontière iranienne. Un Iran contrôlé par l'Allemagne priverait les Britanniques du pétrole iranien et menacerait la route commerciale vitale entre l'Égypte contrôlée par les Britanniques et l'Inde, ainsi que les routes commerciales vers l'Union soviétique. Les deux puissances jugeaient nécessaire d'occuper l'Iran, mais cherchaient un meilleur prétexte. Ils ont fait pression sur Reza Pahlavi pour expulser les Allemands et autoriser l'utilisation d'un chemin de fer essentiel. Pahlavi a refusé, et l'invasion conjointe de l'Iran par les Britanniques et les Soviétiques était inévitable. Sur le papier, l'Iran était largement surpassé par deux des nations les plus puissantes du monde. Du côté iranien, il y avait 9 divisions de l'armée, soutenues par une force blindée en pleine expansion, comprenant 50 chars légers tchèques TNH, 50 tankettes armées chacune d'une paire de mitrailleuses, et peut-être jusqu'à 100 voitures blindées, équipées de canons de 37 mm. Il disposait également d'au moins 100 obusiers de 75 mm et de 100 mm, ainsi que de nombreux mortiers et d'artillerie plus légère, bien qu'il soit difficile de le confirmer avec certitude. L'armée de l'air était moins impressionnante, composée principalement d'appareils obsolètes, et seulement une quarantaine étaient en état de vol. Il existe certains rapports selon lesquels l'Iran possédait au moins 10 P-40 Tomahawk, achetés aux États-Unis, mais cela est difficile à confirmer, et n'a joué aucun rôle dans les combats, même s'ils existaient, puisqu'ils étaient apparemment encore dans leur caisse d'expédition. Leur marine était centrée autour de 2 sloops, construits en Italie de 950 tonnes chacun. Ces petits navires, proches des destroyers mais moins rapides et maniables, étaient conçus pour la patrouille côtière, la lutte anti-aérienne et anti-sous-marine. Ils avaient aussi une dizaine de petits patrouilleurs, proches d'une garde côtière plutôt que d'une vraie marine. Dans l'autre camp se trouvaient les Britanniques, qui ont envoyé les 8e et 10e divisions d'infanterie indienne, soutenues par une force blindée centrée autour de chars légers. La puissance aérienne reposait sur un escadron de chasseurs Hurricane, un de bombardiers Blenheim, un de bombardiers de reconnaissance biplan Vickers Vincent et 6 avions de transport Vickers Valentia. Il y avait également une force navale composée de plusieurs sloops et d'au moins un croiseur auxiliaire. Les soviétiques ont laissé de côté toute forme de subtilité et ont envoyé les 44e, 47e et 53e armées, plusieurs centaines de chars, bien que la plupart soient des chars légers, T-26 dépassés, ainsi que plus de 400 avions de chasse. C'était largement suffisant pour submerger totalement l'armée iranienne par la supériorité numérique. Le 25 août 1941, l'invasion de l'Iran
baptisée Opération Kootenance par les Britanniques, a commencé. Le plan prévoyait un mouvement en tenaille. Les Britanniques attaquaient depuis le sud via l'Irak, tandis que les Soviétiques avançaient du nord par le Caucase et l'Asie centrale. L'Iran savait qu'il avait peu de chance face à des forces aussi écrasantes et a fait appel aux États-Unis pour l'aider à préserver son statut de nation neutre. La réponse du président Roosevelt fut décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. En substance, il déclara que la menace posée par l'Allemagne nazie signifiait que toute mesure pour les arrêter était acceptable. Il l'a formulé de manière plus éloquente que cela, mais peu importe les mots, l'Iran était livré à lui-même. L'ouverture de l'invasion a eu lieu à l'aube du 25. Le HMS Shoram transforma le Palang en récif de corail dès la première salve. Un débarquement amphibie de la 8e division indienne permit bientôt de sécuriser les raffineries de pétrole vital d'Abadan. Et en même temps, le port de Bandar Shapur fut capturé par un croiseur marchand australien. La canonnière iranienne Babur fut coulée par la canonnière australienne Yara. Les bombardiers Blenheim de la RAF ont bombardé plusieurs aérodromes, neutralisant une grande partie de l'aviation iranienne. Quelques chasseurs ont décollé sans représenter de menace, servant surtout de cibles aux hurricanes d'escorte. L'invasion terrestre commence lorsque la 8e division indienne quitte sa base de Bassora, en Irak, et pénètre en territoire iranien, tandis que la 10e avance depuis la ville frontalière de Kanakin. Ils ont connu quelques succès initiaux, mais les Iraniens se battaient bien au-dessus de leurs moyens, et ont opposé une résistance acharnée dès le 27 août aux deux attaques. Cependant, il ne s'agissait que de revers temporaires, et dès le lendemain, ils ont réussi à porter de sérieux coups aux forces iraniennes, capturant Shahabad et la capitale régionale de Karamshan. Au nord, la ville côtière d'Astara, sur la mer Caspienne, a été capturée par la 44e armée soviétique et des éléments de la Marine Rouge. Ils ont été temporairement arrêtés à Rasht et au port de Bandar Pahlavi. Ensuite, les bombardiers soviétiques ont pris les airs et ont commencé à bombarder la ville, qui s'est rendue le 28 août. La 53e armée s'est dirigée vers la ville de Mashhad, capturant l'aéroport. La 15e division iranienne a résisté du mieux qu'elle a pu, mais elle a été anéantie, et les soldats de l'armée rouge ont capturé la ville. Les chars soviétiques T-26 dépassés étaient généralement inférieurs aux Panzer allemands, mais en Iran, ils n'ont rencontré aucune résistance significative. Les quelques dizaines de biplans que les Iraniens ont réussi à faire décoller a été submergé par les centaines de chasseurs soviétiques. N'ayant pas d'autre choix, le Shah a demandé un cessez-le-feu lorsque les forces britanniques et soviétiques ont réussi à faire leur jonction les 30 et 31 août, mettant ainsi effectivement fin au conflit. Au total, les Britanniques ont perdu 22 hommes tués et 42 blessés, les Soviétiques environ 40 morts. Les pertes iraniennes s'élevaient à environ 800 soldats et civils tués, bien que les chiffres exacts soient inconnus. Malgré leurs efforts, l'Iran a été submergé. Il manquait d'équipements de commandement et de communication pour coordonner leur défense, ont été surpris et étaient aussi en nette infériorité numérique. Cette défaillance du commandement a même conduit certains généraux à fuir le champ de bataille, abandonnant leurs hommes à leur sort. L'invasion anglo-soviétique a duré 6 jours au total. Le 16 septembre, Reza Shah a abdiqué en faveur de son fils, Mohammad Reza Pahlavi, qui s'est montré beaucoup plus coopératif envers les Alliés. Il passera le reste de sa vie en exil en Afrique du Sud. Les Alliés, désormais maîtres de l'Iran, exigèrent que le pays rompe tous ses liens avec l'Allemagne et les autres puissances de l'Axe. En janvier 1942, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et l'Iran ont signé le traité tripartite d'alliance. Le traité garantissait la souveraineté de l'Iran, et surtout, il stipulait également que les Alliés quitteraient l'Iran après la guerre. En septembre 1943, l'Iran déclara la guerre à l'Allemagne, et quelques mois plus tard, il fut le lieu d'une rencontre entre Winston Churchill, Joseph Staline et Franklin Roosevelt, où ils discutèrent des plans pour la guerre et le monde d'après-guerre. Pendant la guerre, l'Iran fut un lien vital qui permit à des millions de tonnes de fournitures du programme Pré-Baï d'atteindre l'Union soviétique depuis les États-Unis. Cela eut un coût. Avec les ressources et la main-d'œuvre détournée vers le chemin de fer transiranien, il n'y en avait pas assez consacré à l'agriculture, ce qui a entraîné de l'inflation, des pénuries alimentaires et une famine dans le pays. Lorsque la guerre prit fin, la Grande-Bretagne respecta ses obligations issues du traité et, avec les troupes américaines, se retira au début de 1946. Les Soviétiques avaient toutefois besoin d'une motivation supplémentaire. Ils finançaient secrètement au moins 2 mouvements séparatistes en Azerbaïdjan et au Kurdistan, dans le nord de l'Iran. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Finalement, en mai 1946, les Soviétiques sont partis.
l'un des premiers épisodes de la guerre froide. En 2006, quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la plupart des gens, c'est presque passé inaperçu. Un autre avion a été retiré du service, une autre ligne a été rayée d'une feuille de calcul du Pentagone. Mais pour les pilotes, les ingénieurs et les passionnés d'aviation, cela ressemblait à des funérailles. Cette année-là, la marine américaine a officiellement retiré le F-14 Tomcat, un avion qui avait dominé le ciel pendant plus de 30 ans, un avion qui a défini une époque, et un avion qui, encore aujourd'hui, ressemble toujours à l'avenir. Lorsque le Tomcat a finalement été cloué au sol, les gens ont pensé que les choses se passeraient comme d'habitude. Les avions auraient été garés dans le désert, mis sous cocon, démontés pour pièces ou vendus à des nations alliées, comme d'habitude. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, la marine a fait quelque chose d'inédit. Ils les ont détruits, tous. Les derniers F-14 n'ont pas été stockés. Ils n'ont pas été vendus. Ils n'ont même pas été soigneusement démontés. Ils ont été broyés, réduits à de la ferraille. Alors la question évidente est, pourquoi ? Pourquoi les États-Unis auraient-ils délibérément fait disparaître l'un des avions de chasse les plus performants jamais construits ? Pour comprendre cela, il faut remonter un peu dans le temps. Pas jusqu'en 2006, ni même jusqu'à la guerre froide. Il faut retourner dans les années 1960. Dans les années 60, la marine américaine avait un problème. Son principal avion de chasse, le F-4 Phantom II, était puissant, rapide et lourdement armé, mais il avait des limites. De nouvelles menaces apparaissaient, des bombardiers plus rapides, des missiles à plus longue portée, et en toile de fond, la possibilité d'un combat naval à grande échelle avec l'Union soviétique. La marine avait besoin de quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus intelligent, quelque chose qui pourrait voir l'ennemi avant que l'ennemi ne le voie. En 1970, Grumman a répondu à l'appel. Ce qu'ils ont livré ne ressemblait à rien d'autre dans le ciel. Le F-14 Tomcat. Dès le début, c'était ambitieux, presque téméraire. Des ailes à géométrie variable qui bougeaient en vol, s'ajustant automatiquement à la vitesse et à l'altitude. Un système radar massif conçu pour suivre des formations entières en même temps. Et une charge d'armement conçue autour d'une idée terrifiante. Éliminer l'ennemi avant qu'il ne s'approche. Le Tomcat n'était pas destiné au combat rapproché. Fait pour dominer. Ses ailes attirèrent d'abord l'attention. Elles se déployaient au décollage et à l'atterrissage, puis se repliaient en vol rapide. Regarder un F-14 évoluer dans les airs donnait l'impression de voir une machine vivante s'adapter en temps réel. Lors des essais, les ingénieurs ont découvert quelque chose d'un peu inquiétant. L'appareil pouvait en réalité voler avec une aile avancée et l'autre repliée vers l'arrière. Ce n'était pas censé être possible, mais il le pouvait. Rien que cela vous en dit long sur la robustesse du Tomcat. La puissance provenait de deux énormes turboréacteurs à double flux, soit Pratt et Whitney, soit General Electric selon la version, chacun produisant largement plus de 20 000 livres de poussée. Ensemble, ils propulsèrent le Tomcat au-delà de Mach 2 en altitude. Il était rapide, lourd et très coûteux. Chaque appareil coûtait des dizaines de millions de dollars, et cela avant la maintenance, avant la formation, avant les pièces de rechange. Mais le coût n'était pas le sujet, c'était la capacité qui comptait. Ce qui rendait vraiment le F-14 dangereux. Ce n'était pas sa vitesse ou ses ailes, c'était ses yeux. Le radar du Tomcat suivait 12 de cibles simultanément à des centaines de kilomètres. Alors que la plupart des chasseurs peinaient avec une ou deux cibles, le F-14 pouvait gérer seul une bataille aérienne entière. Et puis il y avait le missile, l'AIM-54 Phoenix. C'est une arme conçue pour un seul but, détruire des avions ennemis à très longue portée, à plus de 160 km. Le Tomcat pouvait en emporter 6, et si nécessaire, tirer les 6 en même temps. 6 missiles, 6 cibles, un seul avion. Cette combinaison, radar, missiles et plateforme, était sans précédent. Même des décennies plus tard, cela reste rare. Si les combats se rapprochaient, le Tomcat avait encore des options. Des missiles Sparrow, des Sidewinder et un canon intégré de 20 mm pour le combat rapproché. Ce n'était pas juste un chasseur, c'était un système. Le F-14 est entré en service au début des années 1970. Il a patrouillé durant la fin de la guerre du Vietnam, sans y combattre. Son rôle majeur vint ensuite. Pendant la fin des années 1970 et les années 1980, le Tomcat était le principal chasseur de supériorité aérienne de la marine. Il a volé au-dessus de la Méditerranée, au-dessus de la Libye. Il a affronté des avions soviétiques au-dessus de l'océan glacé, puis a combattu en Irak durant la guerre du Golfe. Et lorsque sa domination dans les combats aériens est devenue moins pertinente, le Tomcat s'est à nouveau adapté, modifié en ce qu'on appelait les Bombcats. Il a largué des armes de précision au-dessus de la Bosnie, de l'Irak et de l'Afghanistan. Peu d'avions ont su se réinventer avec autant de succès. Et puis,
il y a eu le film. En 1986, Top Gun a fait du F-14 une icône culturelle. Du jour au lendemain, il est devenu le chasseur. La forme, le son, le rêve. Pour toute une génération, le Tomcat n'était pas seulement une arme, c'était l'aviation elle-même. La production s'est arrêtée en 1991. Au début des années 2000, la marine était prête à tourner la page. L'entretien coûtait cher. L'appareil était complexe, et de nouveaux chasseurs comme le FA-18 promettaient des capacités similaires avec moins de complications. Alors, en 2006, la décision a été prise. Le F-14 serait retiré du service. Au début, rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce que les gens comprennent ce qui n'arrivait pas. Les Tomcats n'étaient pas mis en réserve. Ils n'étaient pas préservés. Ils n'étaient même pas vendus. Ils étaient détruits. Et la raison n'avait rien à voir avec l'âge, le coût ou l'obsolescence. Tout était lié à l'Iran. Lors de sa construction, le Tomcat intéressait aussi d'autres pays que les États-Unis. Dans les années 1970, l'Iran, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, était un allié clé des Américains au Moyen-Orient. Compte tenu de la position stratégique de l'Iran, de ses ambitions militaires et de son désir d'acheter le meilleur équipement possible, les États-Unis ont accepté de vendre le F-14 à l'Iran. 79 appareils, 700 missiles Phoenix et suffisamment de pièces détachées pour les faire voler pendant une décennie. Puis, en 1979, tout s'est effondré. Le Shah a été renversé. L'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, et la relation de l'Iran avec les États-Unis a basculé du jour au lendemain, passant d'alliés à adversaires. L'accord initial a été annulé, mais pas avant que l'Iran ne reçoive les 79 Tomcats et environ 200 missiles Phoenix. Et malgré les sanctions, l'isolement et l'absence de soutien officiel, l'Iran a réussi à les faire fonctionner. Pendant la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, les F-14 iraniens ont mené des missions de combat. Les sources iraniennes affirment que le Tomcat a abattu plus de 160 appareils irakiens. Ce chiffre est probablement exagéré, mais ce qui n'est pas exagéré, c'est ceci. Le F-14 a fonctionné. Il surclassait les MiG irakiens en performance et en portée, et son radar et ses missiles ont donné à l'Iran un avantage décisif dans les airs. Ce simple fait hantait les stratèges américains, car il signifiait quelque chose de dérangeant. Le Tomcat était toujours pertinent. Puis, en 2006, la marine américaine retire le F-14 et soudain une nouvelle crainte apparaît. Et si des pièces commençaient à circuler? Et si des composants d'ailes, des systèmes avioniques ou des radars se retrouvaient entre les mains des Iraniens, des Chinois ou dans des endroits encore pires? Des rapports ont commencé à faire état d'acheteurs étrangers qui exploitèrent des failles de sécurité des surplus militaires via des sociétés écrans, intermédiaires et ferrailleurs. Même étudier l'appareil sans le faire voler pouvait révéler des informations sensibles. Alors le Pentagone a pris une décision. Aucun Tomcat ne volerait plus jamais. Le composant le plus crucial était le caisson d'aile, la structure qui permettait aux ailes de pivoter en vol. Sans lui, l'appareil ne pouvait tout simplement pas fonctionner. Les ailes ne cesseraient pas seulement de bouger, elles pourraient complètement céder. En 2007, chaque caisson d'aile a été détruit, même ceux dans les musées. Les outils nécessaires à la fabrication de nouveaux caissons n'existaient plus. Il n'y avait ni plan, ni chaîne de production. Cela aurait dû suffire à lui seul, mais ce n'était pas le cas. Pour lever tout doute restant, la décision finale a été prise, tout détruire. 165 Tomcats ont été envoyés à la base aérienne de Davis Monthan en Arizona, le Boneyard, un endroit où les avions vont dormir ou mourir. Un entrepreneur indépendant a été engagé. Ses instructions étaient claires. Ne les démontez pas, ne les préservez pas, réduisez-les en miettes. D'énormes machines industrielles sont entrées en action. Une pince de cisaillement a déchiré les avions, arrachant les ailes et le fuselage. Un broyeur a réduit ce qui restait en fragments tordus d'aluminium. Les machines pèsent chacune plus de 45 000 kg, et le Tomcat n'avait aucune chance. Certaines pièces ont toutefois résisté. Le train d'atterrissage, conçu pour encaisser, encore et encore, des appontages brutaux sur les porte-avions, a dû être découpé à l'aide de chalumeaux spécialisés. Quelques composants non uniques ont été vendus à l'étranger. Rien de critique, rien d'introuvable sur d'autres avions. Une fois tout terminé, l'un des chasseurs les plus emblématiques avait disparu. Aujourd'hui, seuls quelques F-14 existent en dehors des musées. Ils sont tous en Iran. Personne ne sait exactement combien volent encore. Les estimations varient de quelques appareils à peut-être 30. Les missiles Phoenix ont disparu depuis longtemps. Les pièces de rechange sont improvisées, cannibalisées ou fabriquées en secret. En 2025, des images semblaient en démontrer des F-14 iraniens détruits lors de frappes aériennes, mais on ignore s'ils étaient opérationnels ou servèrent de réserve de pièces détachées. Ce qui est certain, c'est ceci.
Le Tomcat n'est pas mort parce qu'il était obsolète. Il est mort parce qu'il était encore trop dangereux. En détruisant la flotte, les États-Unis se sont assurés qu'aucun rival, aussi déterminé soit-il, ne pourrait jamais remettre le F-14 en service comme avion de combat. Une fin brutale, mais d'un point de vue stratégique, une fin efficace. Et quelque part, des pilotes regardent encore de vieilles images de ces ailes qui pivotent vers l'arrière et se demandent ce qui aurait pu être.